tous, ravi de vous retrouver pour le lancement de cette saison 2 des flashs numériques EPS de l'Académie de Montpellier. Alors on est toujours sur l'idée de ce format court pour cette nouvelle saison, donc un format d'1 heure au maximum pour parler ensemble de numérique, des possibilités offertes dans l'enseignement de l'EPS, également des points de vigilance et des limites que peuvent constituer aussi ces outils. On met régulièrement à disposition donc ces temps d'échange avec les enseignants. Vous avez la possibilité au travers du chat pour ceux qui sont connectés par l'intermédiaire de Starleaf d'interagir. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, de vos questions à nos invités afin de rendre ce temps également interactif autant que possible malgré ce format de webinaire. On vous rappelle également que les replays des épisodes précédents, donc ceux de l'année dernière en l'occurrence, sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et petite information également, l'inspection pédagogique de l'Académie de Montpellier lance cette année un cercle d'études, de réflexion, donc autour des usages du numérique en EPS, donc un groupe qui vient de se constituer avec un ensemble de collègues que l'on remercie pour leur engagement et leur volonté de s'engager dans ce travail de réflexion. Voilà, qui va se mettre en œuvre tout au long de l'année pour partager avec vous, former, accompagner les enseignants de l'Académie et d'ailleurs sur les usages du numérique. Alors aujourd'hui au programme, on a l'utilisation de Springtimer, qui est une application donc de photo finish en relais vitesse. On a de la classe ou du gymnase inversé à l'appui de murs collaboratifs, appelés Padlet ou différents outils que l'on vous présentera. Et je suis ravi d'avoir deux enseignants de l'Académie de Montpellier qui ont accepté de relever le challenge de vous présenter quelques usages et partager avec vous leurs réflexions et leurs usages avec leurs élèves. Donc des enseignants de l'Académie qui vont vous présenter sur ce format court c'est leurs utilisations des applications. Alors on a Marina Merter qui est avec nous. Bonjour Marina. Marina qui est issue de l'Académie de Montpellier. Bonjour. Elle a passé 13 ans en cité scolaire dans l'Académie de Paris pour être enseignante ensuite au collège Simone de Beauvoir à Frontignan depuis 2016. Elle a intégré le numérique dans son enseignement suite notamment au premier confinement qui lui a permis d'améliorer ses compétences en numérique, de découvrir aussi de nouvelles applications, de nombreux usages et de développer ses connaissances au service des élèves en EPS. On a également Émeric Soulier. Bonjour Émeric. Bonsoir. Qui est enseignant agrégé d'EPS, en poste, lui, au collège de Les Salins de Villeneuve-les-Maglones. Alors, il a assuré plusieurs missions de formation continue dans le cadre de l'enseignement de l'EPS et au travers notamment des activités athlétiques, au travers de vacations en STAPS. Il a intégré le numérique à son enseignement durant ses 8 années en REP à Beson dans le 95, dans l'idée d'essayer de faciliter les apprentissages et de donner du sens à ces derniers. Alors avant de leur laisser la main, quelques propos que nous souhaitions partager avec vous concernant cette posture liée au numérique et notre volonté au travers de ces flashs et au travers des temps de formation de diffuser une forme de philosophie, on va dire, de l'usage du numérique avec les points de vigilance, les points d'inquiétude parfois qui peuvent également se faire jour. Alors une préoccupation qui revient souvent et elle est toute légitime évidemment, c'est la préoccupation du temps d'engagement moteur. Alors on entend différentes remarques qui peuvent être ici caricaturales, mais moi ce que je veux c'est que mes élèves transpirent, alors je préfère évidemment plutôt investir dans des raquettes que dans des tablettes. Il y a cette vigilance qu'on appelait cette vigilance disciplinaire qui est évidemment d'asservir les rôles méthodologiques et sociaux aux compétences motrices puisque c'est évidemment là qu'est notre cœur de métier. Il s'agit également de dépasser cette vigilance éducative, puisque on peut avoir des remarques, si c'est pour qui traînent sur YouTube pendant les cours, ça me pose problème, donc évidemment des points de vigilance là-dessus. Des enseignants également qui peuvent se demander, oui, mais remplir une fiche, c'est parfois compliqué, alors peut-être que le numérique va surajouter de la complexité là-dessus. Voilà, face à ça, c'est ces formes de vigilance que nous souhaitions tout de suite mettre en avant, cette vigilance évidemment de la préoccupation du temps moteur, une vigilance qui consiste à considérer réellement le numérique comme un outil, et un outil seulement constitutif du scénario pédagogique, qui n'est évidemment pas destiné à être pensé par l'outil et pour l'outil, mais bien un outil qui se place au service d'eux, encore une fois,
et un recueil, et on va en avoir des illustrations très concrètes aujourd'hui, un recueil qui se veut signifiant, qui se veut adapté à l'élève pour lui permettre non pas de surintellectualiser notre pratique, mais juste de prélever les outils qui paraissent, ou plutôt les indicateurs qui paraissent essentiels pour permettre à l'élève de faire un pas en avant. Donc c'est là-dessus que je souhaitais simplement introduire le propos pour partager avec vous ces réflexions, et je vais laisser la main à nos deux invités qui doivent avoir hâte d'en découdre. Donc Marina Merter qui nous parlera, elle, dans un second temps de tout ce qui est mur collaboratif et usage des Padlet, et donc Aymeric Soulier qui va commencer sa présentation avec donc l'utilisation de Springtimer. Dernier petit mot par rapport à un outil qu'on vient également de mettre en place, et je remercie au travers de ce temps-là Constant Michel qui est derrière là aux manettes pour tous les aspects techniques et logistiques, et qui a œuvré pour mettre en place ce mur collaboratif qui est ici un Pearl Trees, et qui permet à tous les enseignants de l'Académie de Montpellier notamment de retrouver les ressources que nous souhaitons diffuser à la profession sur un espace le plus ergonomique possible. Voilà, donc en ce qui concerne les murs collaboratifs, et donc cet usage de Springtimer par lequel nous allons commencer avec Aymeric, à qui je cède la parole, et nous vous remercions tous les deux pour votre présence et votre partage. Voilà, Aymeric, tu dois pouvoir prendre la main en partageant ton écran et en activant ton micro. Voilà, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc bonsoir à tous. Alors moi je vais essayer de vous présenter l'application Springtimer. L'application Springtimer, c'est une application qui fonctionne que sur iOS par contre, et qui va permettre de faire des photos finish. Alors je vais essayer de vous présenter hop, bien sûr, ça marche pas. Ah, si. Je vais essayer de vous présenter donc cette application en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu la plus-value de cette application, comment elle fonctionne. Ensuite, je vous proposerai une mise en place qui peut être possible, un scénario pédagogique qui peut être possible en rôle et vitesse. Et enfin, s'il me reste un peu de temps, je vous présenterai quelques fonctionnalités un peu plus poussées sur l'application. Alors, pourquoi une application de photo finish en cours? Parce qu'elle permet de confronter les élèves au fond culturel de l'athlétisme, à savoir réaliser la meilleure performance possible, qui peut se traduire en athlète non seulement par battre son record, un record qui peut être auto-référencé, mais également par battre les autres. Et donc du coup, ça permet également en photo finish d'avoir une performance qui va être précise, un classement aux épaules, et donc un temps au centième. Je vous montre une petite vidéo de comment fonctionne l'application, avec les fonctionnalités les plus simples qui peuvent être utilisées avec une seule tablette ou juste votre téléphone si vous avez un Apple. Donc l'application se présente comme ceci. Vous avez l'application, la fonctionnalité la plus simple qui est Springtimer, qui va être là où on peut avoir le photo finish. Ensuite, vous avez le Flying Sprint et le Start Sender, qui sont des fonctionnalités un peu plus poussées et des fois un peu plus compliquées à mettre en place. J'essaierai d'en parler un peu à la fin, si j'ai le temps. Donc, une fois qu'on a appuyé sur Springtimer, on a la possibilité, en appuyant sur Start Setup, de faire le choix du fonctionnement du départ. Le plus simple, dans un premier temps, qui demande le moins de matériel, c'est de mettre avec un mode starter qui va permettre, juste en appuyant sur le bouton Start, de déclencher le chrono. Donc on appuie ici sur le bouton Start Clock, ça va lancer le chronomètre qui va s'afficher ici. Ici, ça on peut le régler, mais soit on appuie, soit on règle et ça va se lancer au bon moment. À partir du moment où on a pause et stop, ça va enregistrer la vidéo. Les élèves vont passer. Donc là, vous avez vu, j'ai pas de pied, j'ai le téléphone à la main et ça bouge un petit peu, donc ça me permet, ça limite, les perfs vont être moins précises. Et donc, une fois que j'ai ma photo finish, j'ai juste à faire évoluer ici le petit bouton pour pouvoir aligner la ligne avec les épaules de mes élèves et ainsi avoir des temps précis au centième. Alors, cette application, la deuxième évolution, c'est d'avoir, alors, il y a un petit décalage dans la vidéo, mais on peut lancer l'application avec le mode Self-Starter.
qui, comme vous l'avez entendu avec une enceinte ou s'ils sont proches avec la tablette, ça marche aussi, va lancer automatiquement le chrono. Donc on a des chronos encore plus précis et ça permet de fonctionner encore plus en autonomie pour les élèves. Là, j'ai ma tablette, vous voyez, qui bouge pas, donc elle est sur un trépied. Alors il y a un peu de vent. Et je vais pouvoir avoir une prise de performance encore plus précise sur la vidéo. Toujours pareil, j'ai juste appris à faire glisser ici le bouton pour pouvoir avoir les performances précises des élèves au centième. L'application va permettre également de faire gagner du temps moteur aux élèves, parce qu'on va pouvoir faire pratiquer plus d'élèves en même temps. Si par exemple je prends cette photo, ici j'étais sur une situation de relais en début de séance, où là on voit que sur la photo j'ai 14 élèves, et donc c'était un relais, donc j'ai 14 élèves avant qui ont travaillé, donc là j'ai 28 élèves qui étaient en activité en même temps. Donc ça me permet de gagner du temps et mettre beaucoup d'élèves en activité tout en ayant un classement précis des élèves, et également un temps précis des élèves. Ça va limiter les erreurs de chronométrage et tension que cela peut engendrer dans la classe. Ça, c'est une remarque que j'avais fait quand j'étais en collège REP, où j'avais des difficultés avec des élèves qui, au chrono, des élèves par exemple qui arrivaient deuxième et qui avaient un meilleur temps que le premier, parce qu'il y avait des erreurs de chronométrage, et ça crée des tensions. Et avec cette application, on va limiter tous ces problèmes. Également, ça va permettre de libérer l'enseignant de la tâche d'organisation, et les élèves vont être beaucoup plus facilement en autonomie sur l'organisation du fonctionnement, et l'enseignant va pouvoir se centrer sur des tâches d'accompagnement et pouvoir donner des retours aux élèves, des feedbacks. Par exemple ici, donc c'était un self-starter, on n'a pas entendu parce que je parlais, mais il y avait l'enceinte qui a donné le départ. J'ai des élèves, ici c'est des élèves dispensés. Donc, ils s'organisent tout seuls, donc on est sur une perf là sur 30 mètres. L'enseignant peut se mettre sur le côté et pouvoir donner des retours sur la position de départ en start, la technique de course ou le fait de courir jusqu'à l'arrivée, par exemple. C'est dans des contenus qui me viennent comme ça. Et pendant ce temps, donc, la situation tourne et on n'est pas sur l'organisation de la séance. Et également, c'est une application qui peut permettre de donner un feedback direct sur la posture d'arrivée des élèves. Quand les élèves vont arriver, on va voir ces photos, et si on fait un comparatif entre les deux photos, on voit ici que les élèves, on les appuie en avant du bassin, avec le talon qui attaque en premier, là également, les appuis en avant du bassin, donc on est sur les élèves qui ont ralenti avant la ligne d'arrivée. Alors qu'ici, on voit les élèves qui continuent de courir, et donc ça leur permet d'avoir une meilleure performance. Donc ils ont un feedback qui est direct. Je vais passer maintenant à mon deuxième temps, qui est la présentation d'une forme de pratique, d'un scénario pédagogique que j'ai mis en place en relais vitesse, qui s'articule autour du fonctionnement en club, par rapport aux travaux de masse créée, et l'objectif de double score. Donc un scénario pédagogique qui est mis en place et facilité par cette application de Sprint Timer, et notamment la possibilité d'avoir des prises de performance qui sont précises. Pour le fonctionnement de club, à partir d'une prise de performance sur 30 mètres qui va être précis, je vais constituer des clubs. Un club est constitué de 4 élèves, d'accord? Donc si je prends le club ici, 4 élèves avec 2 binômes. Un binôme qui va être de Ligue 2, on va dire, et un binôme de Ligue 1. L'objectif, c'est construire des binômes de Ligue 1 qui sont homogènes. Donc si vous voyez à peu près là sur mon impression d'écran d'IDOCO, j'ai tous mes binômes de Ligue 1. Si on calcule leur temps au 30 mètres, ils sont à peu près une somme qui est aux alentours de 13 secondes, donc 12 secondes, pardon. Et alors que la Ligue 2, elle est plutôt autour de 13 secondes, 13 secondes 30, 50. Donc du coup, j'ai, grâce à l'application et donc la prise de performance précise, la possibilité de construire des binômes homogènes, donc qui vont s'opposer tous entre eux, et ainsi confronter les élèves au fond culturel de l'activité de gagner une course, mais également je vais pouvoir calculer des prises de performance cibles qui
vont être ensuite donc auto-référencés aux deux élèves du binôme, et ainsi permettre aux élèves d'avoir différentes formes de réussite dans la situation. Double score, parce qu'il va y avoir la possibilité non seulement de gagner la course, mais également il va y avoir des points sur la transmission, dans un premier temps en fin de zone, et ensuite avec différents critères de transmission. Je vais utiliser, donc en plus de mon application, ces fiches d'observation. Ici, c'est une fiche d'observation qui va être en leçon 3, où je vais avoir donc mon double score, les points de classement à l'arrivée. Donc si j'arrive premier, j'ai 14 points, etc. Ces points de classement sont permis par l'application Sprint Timer parce que je vais avoir un classement précis de mes élèves. Et je vais avoir également des points en zone de transmission où l'objectif, ça va être de transmettre les témoins en fin de zone de transmission pour travailler sur les marques. Dans un premier temps, l'observation se fait à l'œil nu, et dans un deuxième temps, en fin de cycle, on va avoir des observations qui vont être plus précises avec la transmission main opposée, sans regarder derrière. On peut mettre d'autres critères. Et en fin de cycle, j'utilise soit une application de vidéo délai, soit une application de vidéo au ralenti pour pouvoir faire l'observation. Et je maintiens toujours cette logique de classement et je rajoute la perf cible pour avoir une performance auto-référencée dans l'évaluation et pour permettre à tous les élèves de réussir. Donc si je vous montre une présentation, donc là on est sur une situation en leçon 3, donc c'est la première fois que l'on le met en place. Je crois que c'est la troisième fois qu'ils courent, eux. Vous voyez ici, j'ai une enceinte ici pour avoir les ordres de départ. Donc si je le remets au départ, on entend les ordres de départ. J'ai la fin de zone de transmission ici. Et en fin de course, j'ai mes observateurs ici. Enfin, j'ai un observateur qui a la tablette et qui fait Sprint Timer. J'ai délimité une zone autour de lui où les élèves n'ont pas le droit d'aller pour pouvoir le laisser travailler tranquillement et avoir la liberté de pouvoir analyser l'application, enfin les résultats. Et donc cet élève qui va donner les résultats en fin de course et le classement. Et sur le côté ici, j'avais mes observateurs sur la zone de transmission. Autre présentation, donc là, on est sur une organisation sur le stade parce que j'ai une classe qui est plus nombreuse. Donc j'ai 7 clubs pour pouvoir fonctionner. Donc je fais 7 couloirs. Sur ma piste, il n'y en avait que 6. Et du coup, je peux faire travailler, mais grâce à l'application et avoir des résultats précis. J'ai 14 élèves en même temps qui sont en activité motrice. Et j'ai à côté 14 élèves qui sont en observation et ainsi peuvent donner des retours. Le principe du fonctionnement en club, c'est d'avoir la possibilité pour les élèves de créer une interdépendance positive au cours du cycle, parce que ça va être des clubs qui vont être fixes, et se rendre compte que si j'arrive à faire progresser mes camarades de Ligue 1 et inversement, je peux moi-même progresser et ainsi gagner des points ensuite sur le classement des clubs. C'est le principe du fonctionnement des clubs. Donc ça, c'était une une forme de pratique qui peut être mise en place grâce à l'application Sprint Timer. Je vais essayer maintenant de vous montrer quelques fonctionnalités un petit peu plus poussées de l'application. Alors, le Safe Start, on l'a vu, c'est quand l'élève appuie sur le bouton et ça annonce les ordres de départ. C'est, je pense, la fonctionnalité qui va être la plus utile pour pouvoir avoir une organisation le plus en autonomie des élèves. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Start Sender. Donc, je vous ai fait une petite vidéo ici avec, là par contre, c'est un peu plus chargé en utilisation de numérique parce qu'on va avoir besoin d'une enceinte, besoin soit une deuxième tablette, soit de votre téléphone qui va lancer le chronomètre sur la deuxième tablette.
Donc on voit que là, le chrono est parti sur la deuxième tablette. La possibilité de Start Sender, c'est pouvoir faire des courses plus longues parce qu'on va pouvoir davantage s'éloigner du départ pour lancer les chronos. Deuxième avantage, c'est que ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un flash. Donc si vous avez des élèves qui ont des problèmes auditifs, donc ils peuvent voir le flash pour pouvoir faire le départ. Donc ça, c'est les avantages de cette fonctionnalité. Ensuite, deux fonctionnalités qui peuvent être utilisées, à mon avis, davantage en demi-fond, ça va être la vidéo finish et le live. Donc c'est des fonctionnalités qu'on retrouve quand on va dans Record Setup. Et là, vous voyez la zone rouge. Chaque fois que mon élève va passer devant la zone rouge, ça va détecter son mouvement et ça va m'afficher son temps ici. Et donc, je vais avoir la liste de temps des élèves à l'arrivée. Ça permet de garder les temps et les classements d'élèves, notamment en demi-fond. Donc, ça peut être utilisé notamment avec les élèves de lycée, les élèves de lycée. L'autre fonctionnalité, ça va être la vidéo finish. Donc, au lieu d'avoir une photo finish à l'arrivée, on va avoir une vidéo. Je crois que c'est la même vidéo que je vous ai mis là. Donc, je suis désolé, je vous remets la vidéo finish. Le fonctionnement est le même, ça va détecter l'arrivée de vos élèves. Et au lieu d'avoir une photo finish qui va être saccadée comme on a vu tout à l'heure, on va avoir des images qui peuvent être un peu plus claires, mais qui sont quand même moins précises. Donc ça permet d'avoir le bon classement des élèves, mais en termes de temps, il faut être moins précis, donc c'est pour ça que c'est plus utilisé sur du demi-fond. L'autre fonctionnalité qui moi me paraît intéressante, notamment sur les temps d'évaluation ou le temps de prise de performance précise et qui nécessite de bien marquer les performances, ça va être la fonction mark list. En cliquant ici sur le bouton marque et même en avance, vous avez la possibilité de rentrer vos listes de courses, donc vos séries de courses. Donc vos élèves vont rentrer les listes de vos élèves. Ça va vous les faites courir donc par course. Une fois que vous appuyez ici sur marque, vous alignez la ligne blanche avec les épaules de votre élève. Vous appuyez sur marque, ça va vous donner les prénoms de tous les élèves qui sont dans la course. Donc par exemple là j'avais Eliana et ça va me mettre une marque sur Eliana et ainsi ensuite en appuyant sur save, je vais pouvoir sauvegarder ma photo finish et l'ensemble des performances de mes élèves. En sachant que là, si je fais save, il va falloir donc avoir l'autorisation de droit à l'image pour les élèves. Par contre, si j'appuie sur done, la vidéo est supprimée, quelle que soit la photo finish que vous faites, même si vous n'utilisez pas marque. Alors les limites que je peux voir, donc c'est seulement sur iOS. Ça coûte 5 € à l'achat, mais donc après vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle tablette qui va être connectée avec le même compte. Certaines fonctionnalités demandent un abonnement, donc Flying Sprint et Start Sender. Et c'est gourmand en batterie, donc il faut que les tablettes soient bien chargées. Pour terminer, alors pour moi c'est une application qui amène rapidement et facilement un confort d'organisation au quotidien. Et dans l'enseignement des activités athlétiques, pour moi, une fois qu'on a commencé à utiliser Sprint Timer, c'est quand même difficile de revenir à l'utilisation du chrono. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi surtout, Émeric, pour cette présentation très claire et très riche. Alors, on a pu avoir une progressivité un petit peu dans les usages entre cette utilisation basique, hein, on va dire, la simple utilisation de la tablette pour prendre la performance à l'arrivée, et puis des usages plus complexes qui vont même cumuler, hein, pour certains tout un ensemble d'applications. Alors, tu as parlé, ça fait un petit clin d'œil également à Idoceo sur un flash précédent qu'on a pu mettre en place. On a vu également des outils d'analyse vidéo que tu as juste mentionné ici. Moi, je te demanderais quel conseil tu pourrais donner aux collègues pour s'emparer progressivement peut-être de ça. J'imagine que toi, au début, tu n'as pas commencé forcément en cumulant toutes ces applications. Voilà, quel conseil tu pourrais donner aux
aux enseignants qui souhaitent se lancer là-dedans, qui n'ont pas forcément ces habitudes numériques ou cette maîtrise, cette aisance parfois même que certains ont. Voilà, comment tu peux accompagner là-dessus? Alors moi, le premier conseil que je donnerais, ce serait dans un premier temps d'essayer de mettre en place des applications sur des activités où on est à l'aise, dans un premier temps. Ensuite, essayer de voir une application que l'enseignant utilise lui-même sur sa tablette, sur son téléphone, qui lui maîtrise au fur et à mesure des séances, ne pas hésiter à pas avoir peur de perdre des fois un petit peu de temps sur quelques séances pour mettre en place cette application et bien la maîtriser, pas avoir peur de faire des erreurs. Et ensuite, une fois que l'application est bien maîtrisée par l'enseignant, qu'il soit capable de transmettre le fonctionnement aux élèves pour se débarrasser de cette tâche et pouvoir ensuite se centrer sur des tâches autres et avoir les élèves plus en autonomie, comme je dis tout à l'heure, et pouvoir être plus sur les retours aux élèves que sur l'organisation. Alors, on voit des élèves assez jeunes même hein, qui manipulent ça. Alors, je ne sais pas exactement avec quelle classe c'était, mais selon toi, selon ton expérience, même avec des élèves de cycle 3, donc en classe de sixième, même chose, comment tu peux partager ton expérience pour que l'outil n'accapare pas l'attention, j'imagine, de 25 élèves qui au départ vont avoir envie de toucher la tablette et puis de se servir de la tablette. Comment toi, tu t'organises au niveau spatial pour permettre cette fluidité-là et puis surtout que l'outil serve uniquement au moment où on en a besoin, notamment avec des élèves assez jeunes. Alors, avec les élèves assez jeunes, alors là, tout à l'heure, c'était des cinquièmes qui étaient en activité. Si sur la première séance, souvent, notamment sur l'application Sprint Timer, je préfère perdre du temps à ce que les élèves viennent voir dans un premier temps ce qui se passe derrière la tablette pour qu'ils voient ce qui se voit en photo finish, parce que c'est intéressant de se voir, c'est le but aussi de l'application, de se voir arriver avec le photo finish. Et ensuite, une fois que l'ensemble des élèves a vu comment fonctionnait la tablette, donc juste observer, voir qu'ils sont arrivés et qu'ils sont l'un derrière l'autre et qu'ils comprennent que l'application est précise et qu'il n'y a aucun doute sur le résultat de la course. Ensuite, je délimite une zone autour de la tablette, comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure, où les élèves qui ne sont pas sur une tâche d'observation ou une tâche d'utilisation de la tablette n'ont pas le droit d'entrer. D'accord. Peut-être une dernière question, tu l'évoquais un petit peu sur l'évaluation, ou en tout cas sur ce rôle-là en disant que c'était beaucoup plus facile et que du coup, pour toi, revenir en arrière avec un chronomètre, enfin, ça serait justement revenir en arrière. Moi, une question peut-être un peu provocatrice. On pourrait penser que chronométrer avec un chrono manuel pourrait faire partie des apprentissages de l'élève. Là, moi, je vois évidemment toute la plus-value qu'apporte l'outil. Comment t'envisages les choses au niveau de l'évaluation? Est-ce que l'évaluation de ce rôle-là devient un rôle à part entière qui est sur l'utilisation de la tablette? Est-ce qu'à un moment donné, tu réutilises du chrono? Même chose, hein, il n'y a évidemment pas de dogme là-dessus, mais toi, comment tu t'organises avec tes élèves là aussi pour considérer ce qui va être appris sur ce rôle-là? Peut-être n'est pas la même chose en sixième que ce qu'on va demander peut-être en fin de collège à l'appui de cet outil. Voilà, si tu peux là aussi partager ton expérience. Alors, jusqu'à présent, en termes d'évaluation, je n'évalue pas les élèves sur l'utilisation à proprement parler de l'outil, donc que ce soit l'application Sprint Timer ou Vidéo Délai ou alors avant c'était Hurdle Technique, mais maintenant elle marche plus sur la vidéo au ralenti. Donc j'utilise une autre application, j'ai plus le nom à la Et bouche. Analyze peut-être, je sais plus si c'est ça que tu avais mentionné. Peut-être, je sais plus. Oui, c'est ça, e-analyze. Et donc je n'évalue pas les élèves sur l'application à proprement parler des applications. Par contre, j'évalue les élèves sur l'observation et le rôle de coach, et du coup, l'utilisation de ces tablettes va permettre d'avoir un rôle de coach et un rôle d'observation qui va être plus poussé. Et du coup, c'est dans ce sens-là où je vais évaluer les élèves. Donc, si j'avais pas la tablette, je leur demanderais d'évaluer juste, par exemple, la zone de transmission, est-ce que c'est en début de zone ou en fin de zone. Et là, par contre, je vais leur demander non seulement d'avoir des critères d'observation qui vont être plus précis pour les élèves, mais également sur comment j'analyse la vidéo pour pouvoir faire un retour
à mon camarade pour qu'il progresse sur la course suivante, l'évolution des marques, ce genre de choses. Donc ça c'est sur le premier point. Et concernant l'utilisation des chronomètres, déjà l'utilisation du numérique fait partie des compétences qui sont à évaluer tout au long euh, des différents cycles au collège. Donc c'est des compétences du socle commun. Donc elles seront évaluées en fin de troisième. Et ensuite, l'utilisation du chronomètre, les élèves vont utiliser le chronomètre dans d'autres activités. Donc à la fin du collège, les élèves savent utiliser un chronomètre. Alors bien sûr, les chronos sont toujours moins précis qu'avec Sprint Timer. D'où un avantage, en effet, que je vois aussi là-dessus, peut-être de comparer à un moment donné ce qu'on va pouvoir recueillir de manière extrêmement précise avec cette application, avec un chronométrage manuel. Je me souviens assez régulièrement de comparer le temps du professeur avec le temps obtenu par l'élève, mais le professeur lui aussi, il a son temps de réaction qui est forcément moins fiable que ce qu'on va pouvoir avoir avec l'outil. Donc, c'est pas nécessairement, en effet, incompatible avec l'usage des chronomètres, justement pour rendre cette mesure-là encore plus fiable chez les élèves. Bien, après, on a vu des usages plus poussés, alors qui nécessitaient un équipement technique un peu plus important. Ouais, peut-être aussi là-dessus. Est-ce que toi, c'est des usages que tu utilises au quotidien sur l'iPhone au départ, la tablette à l'arrivée, quand on a la possibilité d'avoir ces deux outils? Est-ce que tu y vois des limites? Voilà, peut-être Alors, dernière question sur ces là, usages plus ouais, avancés. sur l'iPhone au départ et la tablette à l'arrivée, je vais l'utiliser notamment quand j'ai envie qu'il y ait un peu plus de rythme dans le passage de mes élèves, quand je veux prendre la main sur les rotations. Donc ça va dépendre un peu de mes classes, du fonctionnement de mes classes. Après, il y a les limites, c'est que des fois, selon où on est, la tablette à l'arrivée ne capte pas le départ, donc des fois ça peut engendrer des difficultés. Donc quand moi, alors sur mes pratiques quotidiennes, je reste sur des distances assez courtes pour permettre un maximum de répétition de mes élèves. Et du coup, je n'ai pas forcément le besoin au quotidien d'avoir Start Sender. Par contre, j'utilise donc comme j'ai dit Marklist sur mes séances d'évaluation pour pouvoir avoir un, un retour précis des performances et pas avoir juste les notes des élèves qui sont marquées sur les fiches d'observation. Donc pour avoir un rappel des performances. Et après, les applications de demi-fond, je vous ai fait une présentation, mais j'avoue que je l'utilise très rarement. Voilà. D'accord. Ce qui était intéressant, je ne connaissais pas, c'est la possibilité aussi d'avoir ce repère, pourquoi pas avec le flash. Alors j'imagine qu'en fonction des conditions, c'est pas forcément toujours évident, mais en effet, on pense dans les perspectives Bien sûr. d'inclusion avec des élèves qui peuvent être porteurs de handicap, des possibilités là de leur donner un signal visuel qui peut aussi compléter les choses. D'accord, merci beaucoup Emeric pour toute Mais de rien. proposition. Marina, si elle est bien avec nous, voilà, qui réactive sa caméra. Eh bien, on va passer donc à Marina maintenant qui va nous parler un petit peu de murs collaboratifs et de ces possibilités d'envisager un prolongement du cours de PS avant, pendant, après, voir quelles sont les possibilités à ce niveau-là pour enrichir les apports. Voilà, le partage fonctionne. On va commencer. Donc bonjour à tous. Je vais vous parler de la classe inversée aujourd'hui et l'utilisation des murs collaboratifs. Donc je me suis intéressée aux murs collaboratifs et la classe inversée donc suite à la pandémie, quand on est resté bloqué à la maison. Donc mon intervention va avoir quelques petits points. On va commencer par des définitions vite fait. Je vais présenter le Padlet en fait qui est un mur collaboratif et comment nous on l'utilise dans notre collège, les avantages et limites. Il y a d'autres outils à notre disposition aussi et enfin des perspectives. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la classe inversée? Alors c'est une approche pédagogique qui en fait va inverser la nature de la classe, c'est-à-dire que d'habitude on fait les leçons en classe et les devoirs à la maison. Et là, il va y avoir deux étapes de la classe inversée. La première, c'est l'appropriation de la leçon à la maison et ensuite une mise en pratique à l'école. Alors, il y a trois axes principaux de la classe inversée. C'est avant la leçon, où on va avoir l'appropriation de certaines notions. Une spécialiste qui s'appelle Marie Soulier parle de mise en bouche pour les élèves. Ensuite, on a pendant la séance, où on va faire des réajustements, des feedbacks. Et ensuite, après la leçon,
où justement on va pouvoir faire du travail collaboratif avec les élèves. Donc la classe inversée en EPS, c'est la possibilité de mettre en place une leçon, mais dans un cadre donc différent, c'est-à-dire on va inverser la classe et on va la transposer hors du gymnase. Ah, quelle horreur! Mais non, on peut y arriver. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mur collaboratif? C'est tout simplement un outil de travail donc collaboratif qui se matérialise par un mur virtuel où on peut déposer toutes sortes de documents. Ça peut être des liens, des fichiers, des vidéos. Et ensuite, on va pouvoir les diffuser et les partager avec nos élèves. Donc, je vais vous présenter le Padlet. Le Padlet, c'est donc un mur collaboratif avec une application qu'on peut utiliser sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. C'est très pratique, c'est très intuitif. On peut travailler en EPS sur le règlement d'une activité, la technique, des tactiques, des principes d'action, des attitudes, des connaissances, une organisation spatiale et temporelle. Exemple, en natation, vous allez apprendre le savoir nager, vous allez faire le test du savoir nager avec vos élèves. La capsule vidéo où vous expliquez le parcours de tout ce que l'élève va devoir faire. C'est bien parce que la piscine, c'est bruyant. Même si on explique et que les élèves voient, au moins ils peuvent anticiper et voir ce qu'ils vont devoir faire. Et on a un professeur de PS qui s'appelle Fabien Cochard qui, lui, s'était rendu compte que ses élèves avaient un côté anxiogène, justement, de la piscine. Ils avaient très peur d'aller en natation. Et il a filmé les situations d'apprentissage qu'il proposait à ses élèves pour pouvoir justement limiter ce côté anxiogène. Et les élèves savaient ce qu'ils allaient faire la leçon d'après. Donc, le Padlet, ça vous permet de créer des onglets comme des petits chapitres avec des petits paragraphes. Et les contenus, comme je vous ai dit, il peut y avoir vidéos, fichiers, quiz et des liens vers d'autres applications. Voilà à quoi ressemble un Padlet. Voilà, ça c'est celui de notre établissement. Donc en haut, vous pouvez voir les onglets et en bas, on va dire tous les paragraphes que l'on a mis. Donc j'ai réduit, donc, par exemple, l'EPS à Simone de Beauvoir. Donc vous avez les règles générales en EPS, voilà, l'association sportive, l'acrosport, et ainsi de suite. Donc, comment on s'est servi de ce Padlet? Donc, l'illustration pédagogique, c'est que pendant l'année scolaire 2021-2022, on avait travaillé justement en amont sur ce Padlet et on s'est focalisé sur le premier axe de la classe inversée parce que nous, on n'a pas de tablette dans notre établissement et donc on travaille avant la leçon. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de créer des routines pour la consultation du Padlet, que les élèves sachent comment le consulter. En fait, c'est un lien que vous pouvez avoir et que vous allez donner aux élèves. Que nous, on l'a mis sur notre ONT, comme ça les élèves y ont accès systématiquement et n'ont pas besoin d'enregistrer l'adresse. Dedans, on va mettre beaucoup de choses, donc le règlement, comme vous l'avez vu avec la tenue, l'échauffement, l'utilisation d'un chronomètre, mais aussi par rapport aux activités que l'on va enseigner pendant l'année, que ce soit d'un point de vue du règlement, mais aussi les gestes techniques. Donc là, on voit pas, mais dans toutes les classes, à la première séance, quand on accueille nos élèves, on explique le règlement, certains fonctionnements et notre premier onglet que je vous ai mis sur le côté, donc les règles générales en EPS. Donc vous voyez, c'est un rappel de tout ce qui a été dit et expliqué pendant la première séance. Donc les chaussures qui ne sont pas autorisées, les déplacements dans le collège spécifiques à l'EPS et la tenue selon les activités. Donc là, vous voyez une vidéo sur la natation et dessous, vous avez la tenue pour les autres activités. Pareil, entre la séance 3 et la séance 5, on a mis en place une routine d'échauffement puisque nous essayons de faire tous le même échauffement, ce qui fait que les élèves ont un suivi de la 6e à la 3e. Ça nous permet de travailler sur le socle commun dans le domaine 4, apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, raisonnée et raisonnable. Donc, les attendus de fin de cycle, c'est s'échauffer avant un effort. Donc déjà, en cours, on leur apprend comment s'échauffer, pourquoi s'échauffer, et un petit complément. Donc vous voyez la première capsule vidéo, il y a écrit l'échauffement. Bon, ça, ce sont les bases et l'intérêt de l'échauffement, revu d'une autre manière. Et au bout d'une séance un petit peu plus tard, on va faire l'échauffement qui nous expliquait pour les 4e, 3e, où c'est un petit peu plus précis et avec des termes qu'ils ont déjà vus en SVT par exemple. Je vous ai mis donc le chronomètre. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup le chronomètre. Donc pareil, attendu de fin de cycle, c'est assumer différents rôles sociaux, savoir chronométrer. Donc on n'utilise pas le chronomètre que en athlétisme. Et donc voilà, on a un niveau 1. On a trouvé une capsule aussi vidéo sur la fonction du chronomètre avec une utilisation simplifiée. Donc, on demande à l'élève d'aller
sur le NT, de cliquer sur l'EPS, le fonctionnement de l'EPS. Il arrive sur le Padlet, on lui demande de chercher en faisant glisser sur les onglets comment utiliser un chronomètre, on lui demande de regarder la vidéo numéro 1 ou la vidéo numéro 2. Donc soit on met un numéro, soit on met un titre. Donc apprendre à utiliser un chronomètre, c'est la fonction toute simple. Et si on a besoin, quand on fait de l'athlétisme, pour prendre plusieurs temps, on a le niveau 2 qui nous permet justement, qui nous explique l'utilisation du chronomètre avec plusieurs prises de temps. Voilà, badminton par exemple, on a trouvé des capsules vidéo aussi où, voilà, par exemple, avant la séance 1, on leur demande de prendre connaissance des règles simplifiées et comment jouer au badminton, en fait. Qu'ils aient une représentation, parce que certains n'en ont jamais fait, ne savent pas, vous connaissez tous les gens qui vous disent « Ah, mais le ping-pong, c'est pas fatigant ». Et en fait, quand vous les voyez, quand vous voyez les professionnels sportifs de haut niveau, jouer au tennis de table, ah oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce que des fois nos élèves peuvent produire et ont surtout comme représentation. Donc là, ça leur permet de prendre connaissance des règles simplifiées pour le badminton. Ça, c'est avant la séance 1. Et après la séance 1, où bien sûr, on est revenu sur les règles, mais quand on commence à poser des questions, les élèves répondent de façon beaucoup plus facilement, ils sont plus à l'aise et ils arrivent déjà à s'imaginer les terrains. Par exemple, nous avons des gymnases où les terrains ne sont pas tracés. Donc, nous sommes obligés de mettre des plots. Donc, pour eux, c'est difficile d'observer et de s'imaginer la dimension d'un terrain. Ensuite, la séance 2, on travaille sur le service, donc technique et le règlement. De nouveau, ils vont revoir le règlement du service. Et séance 3, comment faire un dégagement. Nous avons aussi, par exemple, un geste technique pour les haies. Tout le monde parle de saut de haie, et donc en fait, on essaie de leur expliquer que c'est course de haie, d'où l'utilisation, pareil, d'une capsule vidéo sur la course de haie, où les élèves, de nouveau, vont aller chercher le petit onglet où il y a marqué haie. Là, vous voyez en haut, il y avait d'autres vidéos ou d'autres fiches, et pardon, on leur demande d'aller regarder la course de haie. Ça nous permet d'acquérir des techniques spécifiques pour améliorer leur efficience, et ils ont vraiment une visualisation, du geste de franchissement de la haie. Quels sont les avantages du Padlet? C'est que sur Pronote, vous pouvez mettre des devoirs très facilement pour les séances suivantes. Créer une routine de travail. Comme le Padlet est à leur disposition toute l'année, ils peuvent aussi développer leur curiosité et aller voir un petit peu certaines choses s'ils sont intéressés. Par exemple, sur l'association sportive, il y a aussi un onglet pour la section sportive handball, sur les blessures, sur plein d'autres choses. Il y a même des jeux qu'on a mis, qu'on avait trouvés ou qu'on avait créés. Et une chose qui est très très importante pour nous aussi, c'est que là c'est plus trop la classe inversée, mais nous n'avons pas de gymnase. Donc dès qu'il pleut, nous sommes obligés de rester dans une salle. Et nous là au moins à disposition, nous avons les vidéos. Nous avons plein de vidéos sur pouvoir faire des contenus et de cours. Donc sur la VMA, sur le point de côté, nous avons des C'est pas sorciers et voilà, nous avons pas mal de contenus que nous avons cherchés. L'avantage aussi, c'est que c'est très facile d'utilisation, c'est-à-dire que sur leur téléphone, nous, il y a du ramassage scolaire le soir, ils vont sur leur téléphone, ils vont sur le NT, ils cliquent et ils écoutent leurs vidéos. Les vidéos, au maximum, durent 3 à 5 minutes. Et voilà. Et donc, pour ça, c'est très facile. Est-ce qu'on évalue ou est-ce qu'on n'évalue pas? Chacun va décider. Donc, on peut évaluer sur le terrain en discutant avec eux en début de séance avec des petits jeux de questionnement. Donc là, j'ai mis Carambar. On a une vidéo sur la VMA, non, sur l'échauffement, pardon. Et la personne qui parle de l'échauffement compare les muscles à un bonbon, donc au carambar. Et il explique que qu'en l'échauffant, le carambar va devenir mou. Juste en demandant aux élèves qui a vu la vidéo et compare à quel aliment, on peut savoir de suite qui a vu la vidéo ou pas. Pendant la séance, on peut aussi évaluer, c'est-à-dire on va valider la compétence, est-ce qu'il s'est utilisé un chronomètre ou pas, est-ce qu'il a bien regardé la vidéo ou pas. Ensuite, on peut vraiment valider en mettant une note ou sinon en marquant acquis ou non acquis. En cours d'acquisition, c'est vous qui voyez. Vous avez des quiz, des QCM que vous pouvez faire avec Cuisinière sur le réseau Canopé. Vous avez aussi Pronote. Vous avez une note immédiate. Et ce qui est pas mal sur ces vidéos et sur les quiz que vous allez pouvoir mettre en place, c'est que pour pouvoir répondre correctement, ils sont obligés d'écouter la vidéo plusieurs fois. Alors, nous, on le fait très peu parce que ça leur fait
ça fait beaucoup de temps pour eux pour travailler, et on s'est rendu compte que l'acquisition n'était pas forcément plus importante s'ils étaient notés. Ensuite, on travaille aussi sur des petits résumés, on les met par groupe, on leur dit tu feras la première partie, vous ferez la deuxième partie, et voilà, tout dépend du support. Vous avez des vidéos, là ce que je vous ai parlé beaucoup de vidéos, mais vous avez des fiches aussi, c'est-à-dire que vous pouvez aussi proposer vos fiches à vous d'organisation, comment vous allez organiser la séance prochaine, ou la fiche par exemple de demi-fond, quel est le circuit qu'ils vont devoir faire, comment ils vont remplir, et ainsi leur expliquer soit par écrit, soit en faisant une petite capsule, comment ils vont devoir travailler la semaine prochaine ou demain en basket, comment il va falloir s'organiser, ou des choses comme ça. Les limites. Alors, nous avons des limites qui sont techniques. Le Padlet est limité à 5 murs. C'est-à-dire que si vous en faites un pour le PS, et si vous voulez en faire un spécifiquement pour la danse ou autre chose, voilà, vous êtes limité, sinon ça devient payant. Et il y a un problème de RGPD parce que si vous faites participer les élèves, voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que nous, on l'utilise seulement à titre consultatif. Voilà. Vous avez Netboard qui lui est spécifique à l'éducation, conseillé par l'éducation nationale. La seule chose qui est un petit peu compliquée, c'est qu'il faut enregistrer les capsules vidéo sur un disque dur avant, c'est un petit peu plus fastidieux, alors que sur Padlet, il vous suffit juste de copier le lien sur YouTube. Le travail aussi que vous allez devoir faire de remise en forme des fiches que vous avez déjà préparées pour vos élèves, avec vos explications, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Un petit travail de veille, parce que souvent on prend des vidéos de nos collègues, et ce qui est compliqué, c'est que s'ils suppriment la vidéo, votre lien ne va nulle part. Donc de temps en temps, on continue à vérifier que les vidéos, elles y sont bien. Et il va falloir créer vos capsules si les objectifs des vidéos que vous avez déjà trouvées ne vous correspondent pas. Donc peut-être qu'on aura un flash numérique sur comment créer sa propre capsule vidéo. Il y en a vraiment sur Internet qui sont vraiment très très bien faites et très très simples. Les limites pédagogiques, on va parler déjà de la pratique, l'émotion qui est vécue dans la pratique. Des fois, ça peut jouer un rôle inhibiteur sur la notion qui a été peut-être un petit peu acquise, on va dire, en classe inversée. Quoi qu'il en soit, les notions qui ont été vues en amont de la leçon sur le Padlet vont être revues encore une fois systématiquement en classe. De toute façon, c'est ce que l'on fait systématiquement aussi. On revient sur tout ce qui n'a pas été acquis. Là, les vidéos, cette petite mise en bouche est quand même un plus parce que ça leur permet de revoir encore et encore. Et peut-être une perte de temps de pratique pour expliquer la mise en place de la classe inversée aux élèves. Au début, comment ça fonctionne, la technique, c'est compliqué sur le NT, ils n'arrivent pas à y accéder, et ainsi de suite. Voilà, vous avez d'autres alternatives à Padlet. Donc, on a vu Netboard, je vous en ai parlé, Pearltree, on vous en parlera tout à l'heure, mais vous voulez surtout faire attention au RGPD. Perspective, il va falloir s'approprier l'outil, qui est vraiment très simple. Ensuite, selon vos objectifs pédagogiques, vous allez pouvoir créer vos propres ressources, vos propres capsules vidéo. Donc, on en reparlera peut-être avec Adobe Spark pour les vidéos et Canva peut-être pour les créations de supports écrits. Et surtout, vous allez pouvoir mettre en place 2 autres axes de la classe inversée. C'est pendant la séance avec le réajustement. Tout à l'heure, on l'a vu, par exemple en athlétisme, ça c'est très bien. On peut voir si l'élève, justement, avec la photo finish, si il est penché vers l'avant, ça veut dire que il continue à courir. S'il est droit, ça veut dire qu'il a ralenti. Donc ça aussi, ça fait partie de la classe inversée. Et après la séance, vous pouvez faire un travail collaboratif en mettant des vidéos ou des choses comme ça et faire travailler les élèves. Par exemple, on met des vidéos, nous, sur de l'acrosport. On a trouvé des vidéos et on demande aux élèves de commencer à travailler avec des fiches sur l'observation, sur l'évaluation. Je vous dirai pour finir, je vous montrerai quelque chose après, mais qu'il existe autant d'idées de création, de modélisation de classe inversée que d'enseignants, de démarches pédagogiques et d'intentions didactiques. Il faut juste se lancer. Je vais, pour finir, vous montrer un exemple en danse que l'on a fait avant, pendant et après la leçon. Donc, on a utilisé Netboard. Donc, je passe vite. Je vous montre, voilà, à quoi correspond Netboard. Vous avez les petits onglets ici, par contre, qui sont différents. Des idées, la musique, composer sa choré. Et nous avons mis des vidéos. Voilà. Là, comment composer sa chorégraphie. Donc, ils avaient les paramètres du mouvement, la composition technique, les procédés de composition en danse.
Donc progressivement, on les faisait évoluer. Après la leçon, on leur permettait aussi de revoir tout ce que nous avions vu ensemble sur les paramètres du mouvement et la composition technique. Et enfin, on avait les petits onglets là, le 5e A, où j'avais les vidéos. Donc comme c'était il y a 2 ans, c'est plus sur le Drive, mais chaque groupe avait sa vidéo et pouvait travailler sur sa vidéo. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci à toi Marina pour là aussi une présentation avec plein d'idées là qui foisonnent sur toutes ces perspectives. Alors oui, en plus tu as fait la programmation des prochains flashs numériques apparemment. C'est ça. Alors on ne sait pas s'il y aura un flash numérique sur le montage vidéo, mais en tout cas ça peut être là aussi un travail pour le cercle d'études qui va se constituer pour pourquoi pas là aussi faciliter, accompagner les collègues sur la conception des vidéos. Tu peux arrêter ton partage d'écran. Ah, il n'est pas arrêté, pardon. Là encore, mais Oh, c'est bon. pas de souci. On pourrait penser que le PS, c'est pas forcément la discipline la plus avantagée pour la classe inversée. On parle nous Oui. parfois un petit peu de gymnase inversé. Est-ce que toi, tu as des APSA ou des champs d'apprentissage? Tu trouves que ça s'y prête plus? Alors là aussi, c'est évidemment ton point de vue, hein, mais de par ton expérience, est-ce que tu as trouvé des leviers plus facilement sur certaines activités physiques, sportives, artistiques ou certains champs d'apprentissage? Pour la danse, déjà, j'ai trouvé la danse et l'acrosport, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de leur donner des possibilités de s'éveiller et de voir, parce que de temps en temps, on met des chorégraphies pour leur expliquer, pour qu'ils regardent, pour qu'ils analysent. Je trouve, en fait, quasiment, il y a que dans le champ d'apprentissage 2, parce que nous, on a juste de la course d'orientation et on n'est pas encore calé pour pouvoir faire nos propres capsules. Mais pour l'athlétisme, on s'en sert pour les haies, pour le relais, pour le demi-fond, pour la natation aussi, pour l'organisation, tout ça. Non, vraiment, on trouve accès vraiment à toutes les activités. La technique est importante aussi parce que on parlait à l'époque de la démonstration, est-ce qu'il fallait ou pas. C'est pas toujours simple d'avoir un élève ou même de pouvoir les aider dans leur représentation. Et c'est vrai que les élèves, pour ceux qui regardent, hein, c'est vrai que de temps en temps, on se rend compte qu'il y en a qui n'ont pas accès, qui n'ont pas forcément Internet ou tout ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien. Parce que quand on leur pose une question sur une activité qu'ils connaissent pas, c'est toujours très laborieux d'aller chercher leurs petites réponses et de les faire. Là, ils ont des idées et c'est plus facile. Voilà. Alors, justement, là, tu me tends une perche parce que la question, forcément, et attention, hein, elle n'est pas forcément simple, hein, elle n'est pas évidente. Aïe. Mais comment on peut gérer ceux qui y vont, ceux qui y vont pas, et comment on peut éviter que cette classe inversée risque d'accroître des inégalités sociales que l'on connaît ou des inégalités scolaires qu'on connaît. On sait que notre système éducatif Oui. a de vrais enjeux là-dessus. Évidemment qu'on voit toutes les plus-values possibles et notamment pour éviter d'impacter là aussi le temps moteur en classe, pour décaler peut-être un apport de connaissances ou restituer des connaissances a posteriori ou a priori. Mais comment, on peut essayer d'éviter cette dérive hein, qui pourrait consister à les bons élèves, ils y vont, et puis les moins bons, ils y vont peut-être pas, et du coup, on est peut-être en train là aussi d'accroître les difficultés. À toi de jouer. Déjà en début d'année, on demande ceux qui ont Internet, une tablette ou accès. Donc, ils ont tous Pronote maintenant sur leur téléphone. Ce qui est bien, c'est qu'avec Padlet, justement, ils peuvent y avoir accès sur le téléphone très facilement. Alors, par rapport aux inégalités, c'est sûr qu'il y en a qui y vont plus que d'autres. La petite carotte, c'est souvent quand on met l'évaluation, quand on leur dit, vous allez avoir un quiz et si ça va rentrer. Alors, c'est pas noté, mais c'est juste une validation ou pas de validation. Et souvent, voilà, si c'est pas fait, de temps en temps, quand il pleut, comme on a une salle informatique, certains élèves font certaines activités justement sur le Padlet et les autres, ceux qui n'ont pas eu le temps de pouvoir voir les vidéos, on prend un temps un petit peu plus important pour essayer de leur faire voir les vidéos qu'ils n'auraient pas vues Ouais. au début, quoi. Voilà. Et donc, au-delà de l'évaluation, qui peut être un levier, évidemment, pour les inciter à y aller, au niveau motivationnel, voilà, comment tu t'y prends pour progressivement donner envie aux élèves d'y aller, au-delà de la sanction ou de la carotte, peut-être, de l'évaluation. Est-ce que tu as trouvé évidemment qu'il n'y a pas Eh ben, de réponse oui, clé, mais quelques non. stratégies qui peuvent permettre aux élèves d'y aller?
Bah, la plus grande stratégie, c'est si vous voulez que je me taise et si vous voulez passer à la pratique, allez regarder le Padlet. J'arrêterai de parler et de vous expliquer pendant 1 heure les dimensions du terrain, comment vous devez vous positionner, comment vous devez servir, et ainsi j'arrêterai de parler. Et je pense que c'est une très très grande motivation, Ouais, la justement stratégie parce de que les faire davantage bouger du coup en cours c'est ça, et de et en plus de leur proposer des alors les activités leur plaisent pas forcément, mais des fois, voilà, plus de pratique. Après, voilà, moi, je sais que c'est quand je parle, vous ne parlez pas. Après, quand ils sont en pratique, ils peuvent parler. Et donc, c'est un temps qui est quand même pour eux beaucoup plus intéressant que de m'écouter parler, de poser 40 fois la même question parce qu'il y a personne qui écoute. Des fois, on est 3 sur le plateau sportif. C'est invivable. Et donc, voilà, ce côté où justement tous les élèves peuvent se disent, bah oui, c'est plus intéressant, au moins d'être loin, même si elle ne nous voit pas. Au moins, elle arrête de nous parler, quoi. Voilà. D'accord, peut-être une dernière question. Et alors, je lisais les travaux de Marcel Lebrun, notamment qui parle beaucoup de classe inversée, et lui il différencie différents niveaux. Alors, parfois des connaissances qui sont abordées chez eux pour une pratique en classe, et parfois des connaissances qui sont plutôt à enrichir chez eux. C'est-à-dire que voilà, on va leur demander un petit travail de recherche ou de prospective, pourquoi pas autour de vidéos. Est-ce que toi tu utilises un petit peu les deux? Est-ce qu'il y a des choses que tu privilégies sur d'autres entre bah soit c'est juste l'apport de connaissances qui a eu lieu en cours ou que je décale à la maison, ou est-ce que c'est l'idée qu'à la maison on enrichisse également l'apport de connaissances? Je sais pas si ma question est Oui, claire. oui, oui. Si, si. Bah, pour l'instant, en fait, on est vraiment sur le consultatif. Voilà. Sur l'avant-leçon. Des fois, sur le après-leçon. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit? Vous allez revoir la vidéo parce qu'il y a d'autres apports de connaissances. C'est vrai que pour le moment, avec tout ce qu'on a eu, ça a été trop compliqué justement de les faire aller rechercher. Par contre, pour ceux qui font leur oral de brevet sur le parcours santé ou des fois, parce que on a chaque enseignant a au moins 5 ou 6 élèves de troisième en tutorat, on va dire. Et souvent, ceux qui viennent avec moi, c'est ceux qui font des choses sur le sport. Et là, par contre, je les aide. Et souvent, c'est eux qui m'aident à enrichir le Padlet parce qu'ils ont trouvé une vidéo ou quelque chose d'assez sympathique. Et en plus, qui leur a plu. Donc, si ça leur plaît à eux, forcément, ça va être mieux accepté par les autres. Voilà. D'accord. Et puis bon, l'une aussi peut-être enfin, on va pas dire l'avantage du confinement, hein, loin de là, mais ce qu'a généré aussi le confinement, c'est peut-être aussi cette facilité ou ces habitudes que certains élèves avec leurs parents parfois ont pris, bah, d'aller au-devant de l'information, d'aller prolonger ce qui peut se passer en classe en dehors. Et là, le PS aussi a fait la preuve, et pourtant c'était loin d'être, là encore, hein, la discipline la plus évidente hein, pour ça, mais avec l'ingéniosité réellement des enseignants et de la profession, ils ont fait la preuve que bah, il y avait des choses de possibles, y compris dans de la pratique à l'extérieur pour prolonger la pratique. Donc, bah, merci pour ces possibilités offertes et ce partage ici. Voilà, et encore une fois, c'est sûr que ces 2 années qui viennent de s'écouler ont aussi bah, mis un coup de fouet à ce type de pratique, alors qu'il s'agit d'avoir de manière raisonnée pour accompagner nos élèves aussi là-dessus. Mais c'est vrai que des perspectives, en tout cas, sont réelles. Un grand merci, Marina, pour ce Merci. partage. On va se tenir à notre timing, hein, comme d'habitude, d'1 heure. On y est. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un épisode 2 de la saison 2. Alors voilà, qu'on prépare déjà. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous souhaitez partager vous aussi vos applications, vos usages, discuter autour de ces outils-là, à nous contacter par l'intermédiaire de cette adresse et on sera ravis de vous proposer de partager avec nous vos utilisations et vos usages. Un grand merci. Alors, Ébric a dû enchaîner sur sa réunion parents-professeurs, donc nous a quittés juste un petit peu avant. En tout cas, je vous remercie tous les deux à nouveau pour ce partage et on vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode 2 de la saison 2. Merci à tous, bonne soirée, merci à ceux qui nous ont suivis, même jusqu'à tard en cette fin de journée. À bientôt.